Yves Giguère, je suis médecin dans le Sud Québec et chercheur à l'Axe-Marie-Enfant dans le centre de recherche. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de lorsque le bébé est né. Donc, je vais vous parler du dépistage néonatal. Donc là, la maman a accouché, donc il faut se mettre en mode, il y a un bébé qui est né. C'est dans le cadre du rôle que le CHU de Québec joue dans le programme de dépistage néonatal. Il n'y a pas de meilleur endroit, en fait, que le CHUL pour présenter sur le dépistage néonatal, parce que les origines du dépistage néonatal pour la province de Québec datent de 45 ans maintenant, 1969, les premiers bébés dépistés pour la phénylcétonurie. Et c'est grâce à des travaux qui ont été faits à Québec et au CHUL. Alors, ce que je vais faire, moi, je ne vais pas tant vous donner beaucoup d'aspects de recherche, mais je vais vous parler, étant donné qu'il y a beaucoup de recul sur le programme qui existe depuis plus de 45 ans, vous montrer un peu comment tout ça a évolué dans le temps, puis comment ça fonctionne, un programme de dépistage néonatal, pour lequel, pour certaines des maladies, chaque journée, chaque délai de jour compte avant que le bébé tombe malade. Alors, je commence. Alors, j'ai fait deux petits objectifs bien simples. Je m'étais dit, je suis en dernier, on va faire ça simple. Donc, identifier les maladies dépistées par le programme actuellement, puis décrire les principales étapes du bon fonctionnement du programme. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le pionnier, si vous voulez, du dépistage néonatal mondialement. Il y a des choses mondiales qui viennent du CHUL même, je vais vous en parler tantôt. Mais pour ce qui est vraiment de la personne qui a fait en sorte que le dépistage a commencé à exister dans les années 60, c'est Robert Guthrie, c'est un Américain qui était microbiologiste. Il avait un enfant qui avait de retard mental, une nièce, mais pas reliée à une maladie qu'on dépiste, plus une nièce qui aussi avait un retard mental, qui finalement a été diagnostiquée cliniquement, il n'y avait pas de dépistage à l'époque, avec une phénylcétonurie. Ça l'a motivé à développer un test qui pourrait être fait de façon universelle chez tous les nouveau-nés aux États-Unis. Donc, ça date des années 60. Donc, ça, c'est un test qui n'existe plus maintenant. C'est dépassé de nos jours. C'est un test qui est basé sur la croissance bactérienne, mais c'est vraiment lui le père, si vous voulez, mondial du dépistage néonatal. Alors, quels sont les objectifs du programme de dépistage néonatal au Québec ou ailleurs, enfin? Alors, c'est de réduire la mortalité et la morbidité-mortalité associée aux affections pour lesquelles un diagnostic pré-symptomatique et une intervention précoce ont un effet significatif. Je n'ai pas mis les critères de dépistage, mais qui fait qu'on va décider si on doit dépister, on peut ou on doit dépister une maladie ou non. Mais évidemment, on veut dépister des maladies qui sont sévères. On veut dépister des maladies pour lesquelles on peut faire une intervention, puis pour lesquelles on a un test qu'on va être capable de, avant que la personne ou l'enfant ici ait des symptômes, parce qu'on n'est plus dans le dépistage. Alors, c'est l'objectif. Et évidemment, la population cible pour le Québec, alors c'est tous les enfants qui vont être nés sur le territoire du Québec. Alors, premier objectif, on va en parler après ça un à un en détail, mais quelles sont les maladies qu'on dépiste actuellement? Donc, la phénylcétonurie, qui est un peu le prototype, qui est la toute première maladie dépistée dans le monde au niveau de néonatal. Donc, en 1969 au Québec, les premiers États américains, quelque part en 1963, dans ces coins-là. Au Québec, c'est en 1969. Suivi de la tyrosinémie type 1, qui est très particulière au Québec. Je vais en parler un petit peu tantôt. Jusqu'à il y a peut-être 10 ans, on était à peu près les seuls au monde à dépister pour la tyrosinémie. L'hypothyroïdie congénitale, qui n'est pas une maladie génétique comme telle, monogénique, contrairement aux autres, mais qui est très importante. Et puis, surtout, lorsqu'on est ici au CHUL, vous allez voir. Alors, ça, c'est dans les premières années. Entre 1974 et 2011, je n'irai pas dans le détail de tout ça, mais le programme était un long fleuve tranquille. Il n'y a pas eu de développement jusqu'à ce que le déficit en déshydrogénase des acides gras, j'ai mis acides gras pour, c'est plus direct, mais en fait, c'est des acides CoA à chaîne moyenne pour lesquels on a implanté le dépistage, et finalement les syndromes drépanocytaires majeurs, le principal étant l'anémie falciforme, dont je vais parler. Et ça, c'est tout récent. 2013 pour la région de Montréal-Laval, parce que la population à risque est là. Et on a eu le mandat depuis un mois et demi, 2 mois, pour toute la province au complet. Alors, je mentionnais que tout ça partit au CHUL dans les années fin 69. Donc, Dr Laberge, qui est un médecin généticien, lorsqu'il a commencé sa pratique après avoir été faire son fellow à Johns Hopkins,
a démarré le dépistage néonatal initialement de la phénylcétonurie à la fin 69 et une année plus tard, sous forme de projet pilote, et puis finalement ça a toujours continué, la tyrosinémie hépatorénale ou type 1 à partir de 1970 via le dosage de la tyrosine qui augmente lorsqu'il y a tyrosinémie, mais je n'irai pas dans le détail là-dessus, mais si pour les plus vieux peut-être, là, si on se rappelle autour du milieu des années 90 avec les congés précoces des mères et de leurs bébés, alors plus les mères s'en allaient à la maison avec leur bébé, avec leur congé tôt, plus la prise de sang du petit bébé au talon, je vais en parler tantôt, au talon du petit bébé sur le petit papier buvard qui sert après ça pour faire le test. Beaucoup d'entre vous connaissez sûrement ça. À ce moment-là, il fallait faire les dosages de plus en plus tôt parce que le bébé partait tôt. Donc avant son congé, il fallait prélever le bébé et la tyrosine est devenue une molécule pour laquelle, un peu comme ce que Dr Bugeaud, Dr Forêt ont montré, il y avait trop de chevauchement entre les normaux et les anormaux. La tyrosine n'avait pas le temps d'augmenter chez les bébés tyrosinémiques. Et ce qui fait que c'est un test qui est devenu caduc et inutile. Et puis, ils ont développé à ce moment-là le dosage du succinylacétone. Je vais en parler vitement tantôt, c'est pas si important non plus. Quelques chiffres sur le programme de dépistage néonatal avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, au Québec, c'est 70 000 à 100 000 enfants qui naissent. Alors, tout ça est centralisé. Donc, partout où il y a des naissances, dans les établissements, maisons de naissance, avec les sages-femmes, les petits papiers buvards qui sont pris, le prélèvement au talon du bébé, qu'on voit ici en bas, que certains d'entre vous probablement connaissez. Tout ça s'en vient part de où les bébés naissent et tout ça s'en vient à Québec dans le laboratoire centralisé. Et ça représente, bon, ces années-ci, c'est autour de 85 87 000 naissances. Alors, l'âge au prélèvement du bébé, les bébés maintenant, ils partent à 2 jours. Il y a même des projets au Québec pour que les enfants partent dans 24 heures, là, un peu partout. On dit au ministère lever des drapeaux parce que nous, ça va nous bousiller nos choses. Donc, on est en discussion là-dessus. Mais à 1-2 jours de vie, le bébé a son prélèvement, presque toujours conforme. Donc, de temps en temps, il faut les répéter. Tant mieux parce que sur 100 000 naissances, si vous faites un petit calcul, là, 0,5% de non-conformité, bien, ça veut dire 400-500 à reprendre, à faire reprendre. Donc, ça prend tout un personnel pour faire un suivi, faire une reprise de prélèvement, pour que l'échantillon revienne à Québec, etc. Alors, l'âge du prélèvement à la réception, comme nous, quand on le réceptionne, c'est 5-6 jours. Donc, le bébé a autour de 6-8 jours de vie. On fait les tests et puis, à l'intérieur de 2-3 jours, on va être capable de sortir un résultat normal, ce qui fait que le bébé, au bout de la ligne, va avoir une dizaine de jours, 9, 8, 9, 10, 12 jours, lorsqu'on réfère le bébé dans un centre spécialisé si jamais il y a une des maladies en question. Phénylcétonurie. Alors, phénylcétonurie, le dépistage a commencé dans les années fin 60, comme j'ai mentionné, mais la maladie a été identifiée dans les années 30 par un chimiste, Upshot Fowling, à partir de, on ne voit pas très bien, c'est une vieille photo, on est en 1930 quelques, je crois. Alors, 2 petites filles, là, des parents qui étaient des porteurs sains, donc ce sont des maladies qui sont autosomiques récessives. Alors, les parents sont des porteurs sans le savoir, des porteurs sains, et ils ont eu donc une chance sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant atteint. Eux, ils n'ont pas eu le gros lot, ils en ont eu 2 sur 2 atteintes. 2 petites filles, et il a développé un test qui n'était pas un test qui pouvait se faire de masse, c'était un test qui était fait dans l'urine, et c'est quand même lui qui était le premier à l'identifier. Donc, la phénylcétonurie, la phénylalanine, ça vient de la phénylalanine, donc la phénylalanine qui est un acide aminé essentiel, un acide aminé donc qui sert pour faire des chaînes de protéines, et l'enzyme qui ne fonctionne pas bien, c'est la phénylalanine hydroxylase, et la phénylalanine se transforme en tyrosine. S'il y a un bloc ici, il y a augmentation de phénylalanine qui est toxique, mais aussi des marqueurs secondaires comme l'acide phénylpyruvique qui est très toxique au niveau cérébral. Ça, c'est un autre monsieur scandinave, Horst Bickel, qui est nutritionniste, qui est le premier qui a appliqué des traitements avec des diètes restreintes en phénylalanine. Donc, ces enfants-là, ils ont une diète qui doit être restreinte en phénylalanine, mais tout en étant équilibré, parce que ce sont des petits qui doivent croître, qui sont en pleine croissance. Mais il faut contrôler l'apport de phénylalanine. Ce qui est bien, c'est que c'est un acide aminé essentiel. Donc, si on contrôle les apports par l'alimentation, à ce moment-là, on peut contrôler la phénylalanine. Donc, c'est lui le premier qui a, en Scandinavie, dans les années 40-50, développé ce traitement. Alors, la phénylcétonurie classique, donc la phénylcétonurie, il y a différentes formes, donc selon la sévérité. Et en gros, je les ai simplifiés un peu, mais il y a la phénylcétonurie classique. Donc, ce serait une phénylcétonurie où il y a l'enzyme que je vous ai montré, le bloc, il y a 0% d'activité.
Donc, à ce moment-là, la maladie est très sévère, la phénylalanine augmente beaucoup, les marqueurs secondaires toxiques augmentent rapidement chez le bébé. Et donc, il faut faire une intervention rapide. Il y a des formes plus bénignes, des formes moins sévères. Il y a des formes aussi entre les deux, là, que je n'ai pas mentionné, mais des formes plus légères, mais quand même significativement, cliniquement significatives. Et les formes bénignes qui peuvent persister, mais sans qu'il y ait vraiment d'impact. Et ça, il n'y a pas vraiment d'intervention, mais c'est important de le savoir parce que lorsque ce sont des femmes, des petites filles, bien, lorsqu'elles vont être en âge de procréer, elles se promènent depuis qu'elles sont nées avec des taux augmentés de phénylalanine sans que ça ait d'impact, parce que ce n'est pas des taux extravagants, mais quand même un petit peu augmentés, plus haut que la normale. Et lorsqu'elles vont tomber enceintes, si on ne contrôle pas, idéalement avant la conception, par la diète, on ne rebaisse pas les taux de phénylalanine sanguine. La phénylalanine en quantité augmentée va traverser le placenta et va causer chez le bébé un retard mental sévère, microcéphalie, etc., chez un bébé qui n'avait pas la phénylcétonurie nécessairement. Donc, c'est important de savoir, même si c'est bénin pour la personne. Quelques chiffres. Alors, dans les populations où il y a beaucoup de phénylcétonurie, donc chez les Turcs, un cas sur 2600 et un cas sur 200 000 chez les Finlandais, beaucoup moins. Au Québec, on a à peu près la moyenne des populations qui sont surtout caucasiennes. Donc, PCU, c'est pour la forme classique de phénylcétonurie. Les hyperphénylalanémies bénignes sont ici. Donc, à peu près, en gros, un cas par 25 000 chacun. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près, j'ai mentionné tantôt 85 000 naissances ces années-ci, 3 à 4 cas par année de chacune de ces maladies-là. Et ça m'amène à vous dire qu'on a affaire vraiment à des maladies sévères, mais oui, mais des maladies qui sont quand même très rares. Donc, un programme de dépistage doit être très efficace pour être capable de les identifier. Parce que si c'est 3-4 par année, ça veut dire qu'il y a des années qu'il y a juste un cas ou deux. S'il y a un cas et qu'on l'a manqué, tu n'as pas l'impression d'avoir fait nécessairement jouer ton rôle comme programme de dépistage. Alors, c'est vraiment, on est vraiment dans une situation là, de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Alors maintenant, la tyrosinémie hépatorénale ou la tyrosinémie de type 1, j'ai mentionné tantôt grâce au docteur Laberge que le dépistage a débuté sous forme de projet pilote en 70, fin 70. Un petit mot sur le docteur Larochelle. Jean Larochelle, qui est un pédiatre qui s'est à la fin de sa pratique dans les années 60, il est allé s'installer à Chicoutimi. Et il s'est aperçu qu'il était constamment appelé par l'urgence, généralement, pour des petits bébés qui arrivaient complètement décompensés, en insuffisance hépatique, avec des problèmes rénaux, des problèmes neurologiques. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et finalement, ils ont fini par identifier, avec des travaux avec les Scandinaves encore, identifier que c'était des enfants qui avaient la tyrosinémie. Et souvent, même, ils décédaient. Et donc, c'était un des premiers là, vraiment au monde à bien caractériser la maladie parce que dans Saguenay-Saint-Jean, il y avait beaucoup de cas. Alors, tantôt, j'ai parlé de la phénylalanine hydroxylase qui était déficiente, qui ne fonctionnait pas, ce qui fait que la phénylalanine augmentait. Ça donne la phénylcétonurie. Pour ce qui est de la tyrosinémie, ce n'est pas cette enzyme-là, elle est juste en dessous qui est déficiente, c'est celle qui est à la fin de l'étape de la dégradation là, de la voie de la phénylalanine, qui est la fumérylacétoacétate hydrolase. Ce ne sont pas l'examen. Ce qui donne une tyrosinémie de type 1. Et éventuellement, pourquoi on l'appelle tyrosinémie? Parce que lorsque ça a été identifié, ultimement, la tyrosine se mettait à augmenter par finalement reflux là, par en haut. Et ce que je vous ai dit, c'est que la tyrosine n'est plus un bon marqueur maintenant que les mamans et les bébés ont leur congé précoce et on dose maintenant le succinylacétone qui est un marqueur secondaire qui est formé lorsque cette molécule-là, fumérylacétoacétate, augmente. Il y a un marqueur secondaire qui n'est pas vraiment méchant. Là. Les marqueurs méchants, c'est le maléylacétoacétate et fumérylacétoacétate. Ce n'est pas vraiment important non plus, là, mais ce marqueur-là est ultra sensible. On fait des diagnostics prénataux à partir d'amniosynthèse dans le liquide amniotique à 14, 16, 18 semaines. Et déjà, dans le liquide amniotique, c'est des taux qui sont 20, 50, 100 fois plus élevés qu'un bébé normal où c'est carrément non déstable. Lorsque j'ai parlé docteur Larochelle, j'ai mentionné qu'il y a les 3 principaux organes, c'est le foie, les reins et le système nerveux qui sont affectés. Donc, des bébés qui
dès que l'enfant a un petit problème, infection virale, etc., contrairement aux autres enfants qui vont s'en remettre, ces enfants-là, ils tombent dans une décompensation, pas mal avec le catabolisme qui s'accélère, et dès qu'ils sont en situation de catabolisme accéléré, ils tombent malades et ils peuvent décompenser, et ça peut aller jusqu'au décès. Alors, la prévalence de tyrosémie dans le monde, c'est 1 à 100 000 sur 1 à 200 000. Je disais il n'y a pas longtemps qu'en France, ils disent 1 sur 1 million chez eux. Au Québec, c'est 1, maintenant c'est 1 sur à peu près 20 000. Là, j'ai marqué ici entre 1970 et 2015, un cas sur 20 000. Et j'ai parlé tantôt du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc un cas sur un petit peu moins que 2 000 avec un porteur sur 22. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet fondateur au Québec et qui est dû à finalement, c'est un effet de la colonisation d'environ 7-8 000 colons de la région de la Normandie, etc., dans ces coins-là du Perche, qui ont eu la bonne idée de venir faire un tour dans le coin. Et relativement rapidement, le Québec s'est développé sans qu'il y ait avant qu'il y ait des entrées d'immigrants importantes, donc avec une population qui était assez isolée quand même. Donc avec un pool génétique qui s'expandait pas par l'arrivée d'immigrants. Et ce qui fait que, éventuellement, bien, on a une population qui a augmenté beaucoup dans un contexte, comme je disais, pas d'apport de l'extérieur. Rajoutez avec ça, avec la guerre de la conquête, l'Église qui dit « faites des petits pour résister aux Anglais ». Et là, donc, on a tout un contexte où on a un allèle muté qui va, dans le contexte d'une maladie récessive, va être propagé beaucoup. Et ce qui fait que cette mutation-là, alors ça c'est le gène de la FAH, là, peu importe en jaune, ce sont les exons. Alors ici, c'est une mutation qui change, là, qui est une mutation de dépistage en 2 exons et qui est responsable de 90% des allèles mutés au Québec. Ce n'est pas une mutation qu'on ne voit qu'au Québec, mais ailleurs, par exemple en Scandinavie ou ailleurs, elle est peut-être responsable de 10-15% des cas, qui sont déjà très rares. Mais au Québec, c'est vraiment la mutation qui est vraiment de loin là, la plus importante. J'ai dit il y a quelques minutes que la tyrosinémie avait été implantée à la fin des années 70 comme projet pilote, parce qu'étant donné le succès de la phénylcétonurie avec la diète restreinte, ils se sont dit, bien, on va faire la même chose avec la phénylcétonurie. Malheureusement, c'était un échec quasi total. 80-90% des enfants décédaient avant l'âge de 2 ans. Éventuellement, dans les années 80, la greffe hépatique, on a commencé à faire des greffes hépatiques chez ces enfants-là. Mais le problème, évidemment, ça a déjà changé un petit peu le futur de ces enfants-là, mais quand même, avec l'immunosuppression, etc., il fallait que les bébés sortent aussi de leur crise puis soient assez solides pour être capables de passer à travers une greffe hépatique. Donc, c'était quand même pas non plus le nirvana. Et dans les années 90, on s'est aperçu que le NTBC, dont la molécule est ici, qui est un herbicide, inhibait, je l'ai lu tantôt, vêtement, je m'excuse, je vais le mettre ici. Donc, NTBC ici inhibait cette enzyme-là, qui est la DHPP-dioxygénase. Et lorsqu'on inhibe cette molécule-là, ce que ça fait, c'est que, tantôt, je vous ai dit que les 2 molécules qui étaient vraiment les plus méchantes qui entraînaient la maladie, c'était ces 2-là. Alors, si on fait un bloc en plus haut, puis on contrôle les degrés de tyrosine, c'est pas si méchant que ça, la tyrosine, c'est juste que ça peut précipiter dans le cristallin, mais si on s'arrange pour ne pas en donner trop, ça n'a pas d'impact autre. Alors, ils ont commencé à faire un projet international en surveillant de près, parce que là, on donnait de l'herbicide à des enfants. Alors, vous comprenez qu'au début, ils étaient un petit peu nerveux. Mais ça s'est avéré être un succès. Tous les enfants nés au Québec depuis 1994, tous ceux qui sont nés au Québec, il n'y a eu aucun besoin de greffe hépatique. J'étais à un symposium international sur les 50 ans de dépistage de la tyrosinémie là, il n'y a pas longtemps. Et il y en avait d'ailleurs des tyrosynémiques, des adultes. C'est des enfants qui vont généralement très bien. C'est sûr qu'ils ont des restrictions un petit peu de diète au niveau de la tyrosine et tout, mais ça a changé complètement le futur. Ces gens-là, ils ont un travail, ils sont à l'université, etc. Donc, ça a complètement changé le futur par rapport au début où c'était plutôt un échec lorsqu'on essayait avec la diète, contrairement à la phénylcétonurie. L'hypothyroïdie congénitale, je continue. Donc, c'est les 3 classiques que le programme a dépisté pendant longtemps, qui est un désordre finalement embryonnaire, mais qui n'est pas une erreur, sauf exception, une erreur innée du métabolisme, contrairement aux autres. Alors ici, je suis obligé de parler, il faut vraiment parler de Dr Dussault. Je ne sais pas si certains l'ont connu, malheureusement décédé. Alors, le père mondial
du dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, c'est le Dr Jean Dussault, qui est un endocrinologue, qui, lorsqu'il est revenu, je pense, d'un fellow à Toronto, a eu son bureau à côté de Dr Claude Laberge. Ils se sont mis à parler et Dr Dussault a dit à Dr Laberge, tes petits papiers filtres avec tes taches de sang, peut-être qu'on pourrait faire des tests bien simples là, pour dépister l'hypothyroïdie congénitale. Vous allez voir pour lequel la prévalence est beaucoup plus élevée que celle que je vous ai montrée. Et c'est d'ici qu'a démarré le dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale mondialement. Lorsque je me prends dans les congrès internationaux, surtout les gens plus âgés, quand ils voient mon nom, je suis au Québec, Canada, ils viennent me voir tout de suite, ils me parlent de Dr Dussault. C'est vraiment un dieu dans le domaine. Il a été en nomination quand même pour le prix Nobel. Vous voyez aussi membre de l'Ordre du Canada, Québec, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait sa marque. Alors, l'hypothyroïdie congénitale, ce que ça donne un retard mental sévère parce que la thyroxine, chez l'adulte, l'hypothyroïdie, c'est très fréquent, hein, ça donne un ralentissement, constipation, etc. Mais chez l'enfant, c'est très important pour le développement cognitif. Alors, les bébés qui font de l'hypothyroïdie, s'ils ne sont pas traités, ils vont développer un retard mental sévère ou profond s'ils ne sont pas traités rapidement. C'est le message de la diapositive. Ça, c'est les formes principales. Donc, les formes sévères sont les formes où carrément il n'y a pas l'agénésie, il n'y a pas de développement de la glande thyroïdienne, ou de la glande thyroïde, ou il y a une ectopie dans 60% des cas où finalement la glande thyroïde n'a pas pu se loger là où elle le devait et elle n'est pas fonctionnelle. Donc, alors, je vous ai dit que c'est beaucoup plus fréquent. Alors ici, vous avez tyrosinémie, phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale et les deux dernières dont je vais vous parler rapidement bientôt. Alors, hypothyroïdie congénitale, vous voyez ici, jusqu'en 1900, excusez, ça c'est jusqu'en 2015, 1974 à 2015, et il a fallu couper l'échelle, là, mais on a dépisté en tyrosinémie 181 cas depuis 1970, 156 phénylcétonurie, 1142 d'hypothyroïdie congénitale. Donc, vous voyez que c'est quand on dit que c'est un breakthrough dans le domaine, là, et que le docteur Dussault est vraiment c'est le père là, du domaine, là, et, avec toutes sortes de prix à son nom. Je vais vous parler maintenant des deux dernières maladies ici qu'on dépiste depuis beaucoup plus récemment, 2011 pour une, 2013 pour l'autre. Et ça fait suite à, je passe vite, mais des rapports qui ont été commandés par le ministère. C'est-à-dire que dans les années 80-90, début 2000, avec l'arrivée de nouvelles technologies comme les spectromètres de masse en tandem dans le dépistage néonatal, donc des capacités de dépister pour une foule de maladies. Alors qu'au Québec, le programme était plutôt stagnant, sans aucun répondant au ministère. Alors au bout de 10-12 ans, le ministère a dit « OK, on va regarder ça ». Donc il s'était passé 10 ans. En regardant ça, là, il y a eu des rapports et il s'est passé un autre 5-6 ans. Et entre autres, c'est une agence qui n'existe plus maintenant, qui a été gobée par l'INES. Donc, ils ont eu à évaluer la pertinence d'ajouter la spectrométrie de masse en tandem, donc de faire un rehaussement technologique, mais spécifiquement pour une autre maladie qui était dépistée dans à peu près tous les autres territoires dans les pays développés. Donc, le déficit en MCAD, que j'ai parlé rapidement tantôt, donc les acides gras chaîne moyenne, donc important, les acides gras, la dégradation des acides gras lorsqu'on est en période de jeûne. Et lorsque l'enzyme ne fonctionne pas, à ce moment-là, ici, donc l'enzyme est ici. Donc, on a nos acides gras qui doivent être dégradés pour former de l'énergie lorsqu'on est en période de jeûne. Et chez ces enfants-là, bien, les acides gras ne peuvent pas être dégradés adéquatement. Et à l'âge de rarement avant, ils ont rarement des symptômes sévères avant 3 mois, mais en 3 mois et 2 ans, sont très susceptibles lorsqu'ils sont en période de jeûne ou de catabolisme, où ils peuvent avoir une morbidité, une mortalité même importante. Donc, ce n'est pas la seule, mais c'est une des causes de mort subite. Et la beauté là-dedans, l'hypothyroïdie congénitale, c'est simplement qu'on donne de la thyroïde comme chez les adultes, mais en quantité adaptée dans le biberon du bébé. Ici, c'est qu'il faut éviter le jeûne prolongé. Donc, ce sont des recommandations qu'on donne aux parents pour suivre bien leur bébé, qui a leur biberon aux 3 heures tout le temps. Mais si ça se passe correctement, il n'y a aucun problème. Si l'enfant est malade, fait de la fièvre, rapidement à l'urgence, c'est ce genre de choses-là, c'est rien de très sophistiqué. Et à ce moment-là, on peut éviter des problèmes permanents, neurologiques très importants, sinon le décès. Alors, j'ai parlé spectromètre de masse, là, mais rapidement, la molécule typique qui signale la présence d'un cas de MCAD, c'est
ce qu'on appelle le C8 ou le octanoïl carnitine, donc une molécule à 8 carbone. Alors normalement, là, ce pic-là, ici, pour un enfant normal, il devrait être écrasé ici en bas. Alors on a des pics de 20 à 100, 200 fois la normale. Donc lorsque on a un enfant atteint là, qui a été prélevé au talon à 2 jours de vie, que nous on mesure à 8-10 jours de vie au moment où on le mesure. Dernière maladie, syndrome drépanocytaire majeur, donc on fait depuis 2013. Donc la principale, je vais surtout focuser sur l'anémie falciforme, c'est la principale. Donc c'est une autre maladie récessive qu'on appelle pour certains qui ont déjà entendu parler probablement l'hémoglobine S. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque l'enfant a les mutations sur l'hémoglobine S, donc sur les deux gènes, alors il y a une polymérisation lorsque l'hémoglobine est déoxygénée et le globule rouge se déforme, et ceci provoque une occlusion dans les vaisseaux ici. Alors, il se polymérise, ça bloque les vaisseaux et ça cause des problèmes qui peuvent être très importants. Donc, là, ici, c'est la molécule d'hémoglobine. C'est l'hémoglobine dans un érythrocyte. Donc, vous avez un érythrocyte qui serait normal. Et lorsqu'il est muté, on a un érythrocyte qui est comme en fossile, d'où anémie falciforme. Je pense sur les détails du reste. Alors, tantôt, j'ai dit qu'on a commencé en 2013 dans la région de Montréal et Laval, à la Cité de la Santé à Laval. Donc, ça, c'est les populations les plus à risque, là où il y a l'anémie falciforme. Et on voit que ça suit la distribution de la malaria dans le monde parce que les hétérozygotes sains sont protégés contre la malaria. Donc, il y a un effet protecteur. Une des raisons pour lesquelles il y a toujours beaucoup d'anémie falciforme, c'est que les hétérozygotes sains sont protégés contre la malaria. Alors, évidemment, ces populations-là sont plus concentrées à Montréal, donc le ministère nous avait demandé de commencer par cette région-là. Dans ce que ça donne comme problème chez l'enfant, je n'ai pas mis les choses plus chroniques chez l'adulte, mais donc des cas de bactériémie très sévères tout le long de l'enfance, des crises de douleur par vaso-occlusion, comme j'ai montré tantôt, donc des crises de douleur qui sont très importantes, des syndromes thoraciques aigus qu'on appelle séquestration splénique, donc la rate qui va séquestrer les globules rouges et très rapidement, l'enfant peut tomber dans une anémie profonde. Les accidents vasculaires cérébraux, donc tout petit, ces enfants-là peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux. Et éventuellement, plus tard, en vieillissant, puis à l'âge adulte, chronic organ damage s'ils ne sont pas bien suivis. Alors, encore une fois, la beauté de l'affaire, c'est que lorsqu'on l'identifie avant que l'enfant soit malade, il y a beaucoup des interventions qui sont assez simples. Donc, au niveau prévention, c'est vraiment de l'enseignement aux parents sur le fait de s'assurer que l'enfant soit hydraté. Parce que si l'enfant est déshydraté, c'est là que les globules rouges vont avoir tendance à tomber, à se modifier en fossiles. Alors, on leur explique la conduite, si l'enfant fait la fièvre, des crises douloureuses, etc. Ils apprennent les techniques de palpation de la rate pour essayer de prévenir avant que ça soit trop sévère la séquestration splénique. Ils ont de l'antibioprophylaxie, couverture vaccinale élargie pour éviter les infections bactériennes, Doppler transcrânien, donc c'est des enfants, j'ai parlé d'accidents vasculaires cérébraux, donc ils ont des Doppler transcrâniens pour voir s'ils sont capables d'évaluer avec la vitesse du sang dans les artères si les enfants sont à risque. Et il y a toutes sortes d'autres évaluations qui sont faites de façon préventive, un coup qu'on a identifié. Alors maintenant, je vous donne quelques statistiques du programme globalement. Alors, pour la dernière année où on a des statistiques complètes, donc on se rend jusqu'en avril 2015, alors 3,5 millions d'enfants dépistés depuis les débuts, mais 86 000 naissances dans cette année-là, c'est à peu près 1500 de moins que l'année d'avant. Donc, les jeunes femmes ici, on va avoir besoin de payeurs de taxes, il ne faut pas oublier de faire des enfants. Alors, 99 de taux de participation dans la province, donc très peu de refus ou ça peut être des échantillons qui sont égarés, on les reçoit à 6 jours de vie. Et en gros, alors hypothyroïdie congénitale, donc regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qui est en rouge, rose, là. Alors, dans les cas confirmés, 29 pour l'hypothyroïdie, phénylcétonurie, 2, je vous ai dit, des fois, si on peut en avoir très peu certaines années, donc il ne faut pas les manquer. 2, tyrosinémie type 1, 5, le MCAD 6, et puis les syndromes drépanocytaires majeurs 38. Alors, on voit que les deux maladies pour lesquelles, en tout cas, au moins en volume, là, c'est vraiment les syndromes drépanocytaires majeurs et l'hypothyroïdie congénitale. Et pour la tyrosinémie, étant donné l'expertise développée à l'époque par Dr. La Rochelle et puis maintenant par d'autres pédiatres, maintenant qu'il a pris sa retraite, donc pour les tyrosinémies, pour éviter des déplacements, ils sont référés directement sur place. Alors, en conclusion, le programme de dépistage néonatal sanguin a permis de dépister des centaines de nouveau-nés atteints donc des 3 maladies dont j'ai mentionné.
ensuite le MCAD, et puis finalement, plus récemment, Montréal, Laval, en novembre 2013, et puis depuis 1 mois et demi maintenant, partout dans la province. Alors, comme j'ai dit, on va avoir une trentaine d'enfants avec anémie falciforme par année, une trentaine de la région de Montréal, puis un cas par 30 ans en Gaspésie. Mais pour nous, c'est plus simple pour nous de faire en sorte que tous les échantillons suivent la même trajectoire dans le laboratoire. C'est pas si ça coûte un peu plus cher de réactif, c'est tout. Alors, et puis finalement, le programme d'épisode néonatal, c'est tout un processus complet allant de l'information aux parents jusqu'à la référence à la prise en charge dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps devant nous, et donc c'est bien plus que le laboratoire. Donc, je vous remercie. Ça, c'est l'équipe principale du programme de dépistage. Marie-Thérèse Berthier, qui est la responsable du laboratoire. Vous avez aussi le responsable des appareils, qui est spécialiste en sciences biologiques. On a une coordonnatrice, des technologistes, les commis qui rentrent toutes les données, etc. Et on a le spécialiste Mohamed, qui est notre spécialiste pour tout ce qui est de la base de données. Alors, merci. Alors, merci, Dr. Giguère, beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas beaucoup de questions ce soir, hein? Donc, c'était très clair, finalement. Moi, j'aurais peut-être une question il y a plusieurs autres maladies génétiques rares, orphelines, il y en a des centaines et des centaines. Est-ce que les prochains tests qui vont arriver, par exemple, est-ce qu'on en connaît des nouveaux ou bien... Oui, c'est une très bonne question. Tantôt, j'ai mentionné là, que ça avait été un long fleuve tranquille, puis il y avait eu des pressions, puis le ministère a regardé ça, fait qu'il y a eu un autre 8 ans, fait que finalement, ça a pris une quinzaine d'années avant qu'on ait les spectromètres de masse. Les spectromètres de masse, on pourrait, là, théoriquement, là, demain matin, ou lundi matin, dépister une autre trentaine de maladies, là. Alors, donc là, c'est les priorités du ministère qui déterminent ça. C'est sûr que l'avantage du spectromètre de masse pour les maladies métaboliques, c'est que dans la même injection, on a tous nos pics, puis on peut aller dépister une trentaine de maladies. On fait seulement 3, donc phénylcétonurie, tyroslémie et le MCAD. Le ministère, dans les cartons, il voulait implanter les syndromes drépanocytaires majeurs. Ça avait été une annonce de Yves Bolduc à l'époque du gouvernement Charest. Dans une première phase, Montréal-Laval, dans une deuxième pour toute la province, qu'on fait depuis quelques semaines, depuis 1 mois et demi. Et là, les prochaines, ça va être, tantôt j'ai parlé d'MCAD, donc d'autres enzymes dans la voie de la dégradation des acides gras qu'on va mesurer. Les désordres du cycle de l'urée, qui sont des désordres très sévères qui souvent vont commencer à se manifester à l'intérieur de 2 semaines. Donc, il y a ceux-là qui s'en viennent aussi. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas dépistées par spectrométrie de masse, où il y a beaucoup de pression, parce qu'ailleurs au Canada, dans presque toutes les provinces, puis partout aux États-Unis, c'est dépisté comme la fibrose kystique. Il y a eu il y a 2-3 semaines, c'était beaucoup médiatisé. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vu ça passer. Donc, la fibrose kystique est dans les cartons aussi. Puis il y a même une qui est plus récente, c'est le SCID, les enfants en bulle, hein, le Severe Combined Immunodeficiency Syndrome, qui aux États-Unis commence, je pense que c'est Wisconsin le premier État. Maintenant, il y a un certain nombre d'États qui le font. En Europe, ils sont en train de regarder ça. La beauté de ça, c'est que si on le dépiste avant, alors c'est rare qu'ils sont très malades avant 3 mois, et si on fait une greffe de moelle osseuse, c'est sûr que c'est très sévère, là, mais ils sont complètement guéris après, là. Donc, il y a ça aussi. Alors, le ministère, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il reçoit ça. Alors, il envoie ça maintenant à l'INSPQ ou à l'INES, qui évalue la pertinence de ça. Ils font le tour de la littérature, etc. Et il y a un comité consultatif. Je n'avais pas le temps d'en parler, mais il y a un comité consultatif qui regarde ça. Mais ultimement, donc, après le syndrome drépanocytaire majeur, probablement que ça va être les désordres des acides gras, les cycles de l'urée, puis... fibrose kystique, c'est entre deux encore. Le SCID peut-être éventuellement là. Mais c'est sûr que on peut être presque sûr que ça va augmenter. Là. Parce que là, on a la technologie sur place. Là. Merci beaucoup. Dr. Forêt. J'avais peut-être un petit commentaire de fin, si vous pouvez me permettre. C'est un commentaire, pour ainsi dire, de fierté pour le CHU de Québec, parce que comme vous l'avez pu le réaliser, les grands programmes de dépistage, soit en périnatalité ou en néonatal, ont émané des institutions de base du CHU de Québec. Dans le cas du néonatal, on vient de le voir. Dans le cas de la trisomie 21,
c'est la même chose. C'est Québec qui est responsable du programme, sauf qu'on a une entente avec Sainte-Justine qui fait la moitié de l'activité parce que les analyses sont faites sur tube et non pas sur papier bouvard. Donc, il y a la moitié des analyses sont envoyées à Sainte-Justine, la moitié à Québec, mais nous avons coordonné toute la mise en place du programme, tout comme c'était coordonné dans le passé pour le programme néonatal. Et peut-être que notre collègue Emmanuel va être le prochain leader de programme de dépistage provincial basé sur des mesures de nouvelle génération d'échographie. Alors, je pense qu'il y a des éléments de fierté pour notre environnement que ça vaut la peine de souligner. Et c'est un bel exemple quand on parle de l'importance de la recherche translationnelle, mais je pense là, qu'on a de beaux exemples là, d'applications pratiques.